Nathalie Janson, je commence par vous. Merci. Était très dynamique sur les stablecoins. On en a parlé sur cette antenne le matin, notamment avec Hubert de Vauplane, la réglementation aux États-Unis, le Genius Act sur les stablecoins, toute une série de réglementations qui est entrée en vigueur pendant cette Crypto Week. Donald Trump, grâce à ces stablecoins, veut renforcer le dollar et ça plaît pas à tout le monde. Ça fait peur même, notamment en Europe. Oui, c'est intéressant en fait les réactions en chaîne depuis cet été que cette adoption de Genius Act a provoqué, et notamment le Financial Times qui accueille souvent des articles divers et variés, et souvent d'ailleurs de professeurs académiques plutôt orientés finance. Et là, il y avait un petit florilège ces jours derniers qui était assez intéressant sur les points de vue différents selon leur perspective et là d'où ils viennent en fait. Et notamment, il y avait un article d'un académique qui s'appelle Prasad, qui est je crois de Cornell University, et ce matin même donc un article de Jean Tirole, pareil sur le même sujet, et c'était frappant. J'ai trouvé le discours différent. On voit que Prasad, donc qui était élevé plutôt aux États-Unis dans le set of mind américain, accueille le Genius Act et de façon générale les stablecoins comme une bonne nouvelle en termes de concurrence dans cet écosystème monétaire, c'est-à-dire qu'on a une innovation qui va venir rompre des monopoles qui étaient auparavant accaparés par la Banque centrale, par les banques au niveau des moyens de paiement. C'est peut-être dans cette phrase que tout se joue d'ailleurs, évidemment. Exactement, c'est exactement dans cette phrase que tout se joue. Et donc il dit, voilà, ça ouvre le marché, d'autres perspectives, on a donc des stablecoins qui sont nés, mais c'est un début et non pas une fin. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que tout de suite il dit, mais en fait les banques vont pas laisser passer le train, forcément elles vont répondre, et notamment la tokenisation des dépôts. Et c'est vrai que si on pense à des dépôts tokenisés par rapport à des stablecoins, ça avait déjà été discuté sur le plateau auparavant, je me rappelle notamment avec Hubert de Vauplane, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. C'est vrai qu'un stablecoin c'est coûteux à gérer, parce que c'est 100% de réserve, versus un dépôt tokenisé qui lui est à réserve fractionnaire, donc on a moins besoin de mobiliser de réserve, donc il est moins cher à gérer. Et c'est vrai qu'on se dit qu'après tout, les consommateurs, les banques auront peut-être un avantage aussi à poursuivre. Donc ça, on voit bien qu'il y a quand même eu cette perspective plutôt positive pour la dynamique du système. Mais d'un autre côté, les stablecoins version Europe, on voit avec la version Jean Tirole ce matin, eh bien tout de suite, oui, on va avoir des potentiels bank run, il peut y avoir des problèmes sur la liquidité, et on joue sur les peurs. Et c'est effectivement intéressant de voir qu'il accentue sur cette thématique, alors que pour le moment, alors évidemment, les stablecoins ont accéléré leur progression récemment, mais enfin bon, jusqu'à maintenant, je dirais que les incidents, c'est ça qui est intéressant, c'est que les incidents de marché qu'on a pu constatés n'ont pas provoqué de chute, c'est-à-dire que le seul auquel on peut se référer comme chute, c'était à l'époque celui qui était algorithmique, c'était Terra Luna, mais ça n'a rien à voir avec un stablecoin version Tether Circle avec 100% de réserve en monnaie fiat. Il y a vu la panique bancaire en 2023 où ça avait généré par effet de contagion des craintes sur les banques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi un effet contagion à juste titre sur Circle et pas du tout sur Tether. Donc c'est intéressant de voir que même lorsque les faits montrent qu'il n'y a pas d'effet de panique comme par exemple en 2023, puisqu'il y a vraiment, on a un cas d'école, eh bien en fait ce fait n'est pas relevé. C'est-à-dire qu'on va quand même croire qu'on peut avoir un effet de panique. Alors je ne sous-estime pas non plus les effets paniques, mais c'est drôle de voir que Tirole accentue sur cette dimension en disant il va falloir réguler, encadrer, veiller à ce que ce soit une même régulation, alors qu'en fait on est sur de l'innovation. Il faut donc laisser se développer les innovations pour voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est aussi drôle dans l'enchaînement de la concurrence, c'est que là, visiblement, la BCE, qui effectivement est un peu en reste en se disant, oh là là, le Genius Act accélère le processus, mais nous, notre euro digital, il est quand même un peu lent à se mettre en place. Et là, il parle donc de ne plus faire leur propre blockchain, mais d'en le faire sur une publique.
blockchain publique, ce qui est quand même incroyable. Mais ceci dit, il y avait eu des petites comme ça, des petites graines qui avaient été semées, parce que je me rappelle avoir entendu Cipollone à une conférence qui disait oui, alors c'est vrai que le choix de la construction de la blockchain, c'est quand même problématique, parce que en fait, si elle n'est pas vraiment au top, ou en tout cas si elle se fait vite dépasser, bah en fait, il avait compris qu'on pouvait devenir vite has-been. Et c'est intéressant qu'ils se rendent compte qu'effectivement prendre une blockchain qui est continuellement mise à jour peut être une bonne idée, parce qu'effectivement ils ne seront pas, enfin si jamais ça marche, ils ne seront pas has-been technologiquement. Est-ce que ça change quelque chose, cette annonce justement d'un euro numérique basé sur Ether ou Solana, une blockchain publique qui serait sortie plus tôt, parce que ça y est, on a un calendrier, ce serait 2027 a priori. C'est ça, oui. Est-ce que ça change quelque chose dans votre vision des choses, Alexandre Sachenko? Est-ce que c'est quand même un pas vers une modernité, un pas vers un peu l'innovation? Est-ce que c'est mieux que ce qui était proposé avant? Moi, je dirais l'inverse. Après, j'ai un avis très critique là-dessus, chacun le sait. Je dirais que, alors, numéro un, ce que c'est drôle que Jean Tirole remarque les effets de cascade potentielle, si jamais peut-être il y avait une panique, etc. L'euro numérique est designé pour créer des bank runs. Et là, pour le coup, il n'y a plus personne pour dire non, mais peut-être qu'on aura un bank run, puisqu'on le rappelle, si on fournit aux citoyens, supposons que ça marche, mais si on fournit aux citoyens un équivalent de la monnaie centrale, je n'ai plus aucun intérêt à garder mon argent à la banque. Donc c'est littéralement designé pour créer des bank runs. Mais là, il ne dit pas attention, ça va créer des bank runs. Donc c'est un peu confusant. La deuxième chose, c'est que non, moi, quand j'entends la Banque Centrale Européenne qui dit on va peut-être faire du Solana pour notre euro numérique, je rajoute un autre terme négatif à tous ceux que j'avais déjà avant. En fait, c'est une blague. Là, je pense qu'à la fin, de façon très sérieuse, j'aimerais qu'on fasse les comptes de combien ça nous aura coûté tout ça. Parce que ça fait des années qu'on est nombreux à dire, en fait, si vous voulez faire un euro numérique, vous avez juste à faire un stablecoin. Ça prend à peu près 20 secondes à faire sur Ethereum. Vous faites un stablecoin, vous laissez le marché privé le faire, ça vous permet d'exporter votre dette, etc. En gros, tout ce que font les Américains. Oui. Et qu'on nous a dit non, mais c'est nul. On va faire un euro numérique. 10 ans de commission dans tous les sens, de groupes de travail, de machin, tout ça pour arriver à... mais on va peut-être aller sur Solana, qui est littéralement une blockchain où il y a 4 VC qui détiennent 60% du capital. Enfin, c'est n'importe quoi. Est-ce que les banques elles-mêmes n'ont pas l'opportunité, la possibilité, je connais la réponse à l'avance, mais elles-mêmes toutes seules, c'est-à-dire chacune individuellement, de sortir leur stablecoin en euros, par exemple? Il y en a qui ont commencé à le faire, mais c'est très petit comme initiative. Oui, parce que pour le moment, le stablecoin tel qu'on le connaît, en tout cas sa progression, elle est beaucoup plus liée au rôle international de la monnaie. C'est les échanges transfrontaliers notamment. Que des usages nationaux. Enfin, donc, on en revient toujours à la même chose. Je veux dire, je suis désolée pour la BCE, Madame Lagarde et pour Jean Tirole, mais l'euro n'est pas une monnaie internationale dans cette dimension. Ouais. Et donc, effectivement, pour le moment, on voit bien qu'il y a peu d'appétence pour essayer de développer quelque chose qui marche. En revanche, on pourrait faire le raisonnement dans le sens inverse. C'est toujours le problème de la fée de la poule, c'est que dans un monde parallèle, alors très très parallèle, vraiment un peu distant, si jamais on avait eu des stablecoins euros avant les stablecoins américains, là il y avait l'occasion de devenir une monnaie internationale, parce qu'effectivement, certes je suis en dollars, mais mes frais de transaction c'est 5%, ça prend 3 jours ouvrés, et je suis en euros qui est quand même une bonne monnaie, moins mauvaise en tout cas que beaucoup d'autres, et ça prend 10 secondes, là il y avait moyen d'attirer énormément de monde sur l'euro. S'ils avaient été les premiers. On a loupé, les premiers. On a encore non seulement on l'a loupé, mais en plus on l'a quasiment interdit dans MiCA, je tiens à le repréciser. Mais c'est vrai que ça aurait été une proposition de valeur qui aurait peut-être pu changer. Mais maintenant, avec jeu. 99% de dollars, l'effet de réseau, il est tel que c'est très difficile. Ça y est, c'est trop tard. Enzo, un avis? Je pense que oui, il y a quand même un point sur lequel ils essayent de jouer, c'est de montrer un peu de la transparence, que beaucoup de questions étaient posées sur l'opacité qu'allait avoir cet euro numérique. Peut-être qu'un des choix où ils se sont dit, on va essayer d'aller dire que pour faire qu'une adoption soit un peu plus forte, on va mettre ça sur une blockchain publique. En revanche, comme le dit Alexandre, Solana, ça bug quand même assez régulièrement, c'est assez concentré. Je pense pas que ce soit une bonne solution non plus. Et puis, pour le coup, ils auraient pu le faire bien avant. Donc, je rejoins les avis qui sont... Nathalie, est-ce que ça pénalise, ou en tout cas, est-ce que ça inquiète autant la Chine, la Russie, par exemple, ce développement des stablecoins aux États-Unis, pour leur monnaie? Alors... Pas autant, parce qu'en fait, ils sont sur une logique qui est un petit peu différente. Bon, déjà, la Chine, effectivement, malgré tout, a quand même un système de paiement intérieur qui ils ont vraiment mis les moyens pour le rendre efficace. Et effectivement, il est relativement efficace aujourd'hui. Et puis, il est intégré. Et il est très intégré, tout à fait. Alors là, pour le coup, comme ils sont venus après nous, enfin, je veux dire, ils ont accéléré des phases de développement. Donc, en fait, ils sont allés directement. Faut leur rendre, effectivement, parfois des honneurs. Quand ils s'y mettent, c'est efficace, c'est clair.
ils sont venus ils ont vraiment adopté la technologie. Donc c'est vrai que quand vous allez en Chine, vous avez plus besoin d'argent liquide. Enfin, c'est voilà, les paiements sont très intégrés. En fait, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est ils essayent de jouer sur le paiement transfrontalier, mais effectivement sur un réseau concurrent, ce qui peut effectivement, pourquoi pas, s'entendre. Bon, moi, je pense que ça réussira assez peu, puisqu'en fait, ils vont aller sur des pays qui ont intérêt à ne pas jouer dans la cour des Américains. Donc là, ils jouent la carte géopolitique. Généralement, ça, c'est les pays sous embargo. Et la Chine et la Russie ont développé un modèle de transaction bien dédié entre eux. Quand SWIFT a été interdit aux Russes, quand la guerre a été déclarée. Ça leur a permis de trouver autre chose. Donc, ils ont une solution de repli. Il en existe effectivement des dizaines. On n'a pas fini d'en parler, mais effectivement, on a l'impression que d'un côté se joue l'innovation, que tout est possible et que nous, on freine des quatre fers. C'est pas la première fois qu'on a cette conversation sur la monnaie, Nathalie.